Bonjour et bienvenue dans Histoire et gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser au champagne et tenter de répondre à une simple question. Dom Pérignon a-t-il vraiment inventé le champagne ? Depuis 2 siècles et demi, la réponse à cette question est évidente pour tous, ou presque. Il s'agit de Dom Pérignon, Pierre Pérignon de son vrai nom, né en 1638, un moine bénédictin, procureur, chargé de la gestion des biens de l'abbaye bénédictine Saint-Pierre d'Hautevillers, près d'Épernay, de 1668 jusqu'à sa mort en 1715. À ce titre, il avait la haute main sur les vignes et les pressoirs de l'abbaye, une charge essentielle à une époque où les monastères possédaient de vastes domaines dont ils tiraient toutes sortes de produits destinés à la vente pour leur subsistance, dont le vin. Cependant, la vraie question que nous allons aborder dans ce podcast est la suivante. Dom Pérignon était-il vraiment l'inventeur du champagne ? Et si ce n'était lui son inventeur, comment le champagne est-il apparu et connu une notoriété mondiale ? Commençons donc par la naissance de cette légende. La légende de Dom Pérignon fut popularisée par Jean-Baptiste Grossart, le dernier procureur de l'abbaye d'Hautevillers, plus d'1 siècle après la mort de Dom Pérignon. Dans une lettre rédigée le 25 octobre 1821 à l'attention du maire adjoint d'Aix, il écrivait « C'est Dom Pérignon qui a trouvé le secret de faire du vin blanc mousseux, car avant lui, on ne savait faire que du vin paillé ou gris. C'est encore à Dom Pérignon qu'on doit le bouchage actuel. Pour mettre le vin en bouteille, on ne se servait que de chanvre et on imbibait dans l'huile cette espèce de bouchon. » La consécration de Dom Pérignon comme l'inventeur du champagne intervint en 1862, quand le procès-verbal du Congrès archéologique de France conclut dans son rapport des séances tenues l'année précédente, la 28e session, que ce serait vers l'année 1695 qu'on aurait commencé à faire du vin blanc mousseux et que l'invention du procédé de cette fabrication doit être attribuée à Dom Pérignon. D'une façon générale, on attribua à Dom Pérignon la découverte de la prise de mousse, l'assemblage de différents cépages, le bouchon de liège, les bouteilles plus épaisses, le stockage dans les crayères et bien d'autres faits de gloire. Sa notoriété ne s'arrêta pas là. Dans les villages champenois, on érigea des statues en son honneur. On baptisa des rues à son nom avec la mention « Dom Pérignon, inventeur du champagne ». Et le petit village de Hautevillers, dans la Marne, se proclama le berceau du champagne. La légende était née. Cette légende perdura jusqu'au XXe siècle où elle fut remise en question. Dans la seconde moitié du XXe siècle, quelques rares voix commencèrent à mettre en doute le rôle joué par Dom Pérignon dans la création du champagne, jusqu'à ce que l'ancien délégué aux relations publiques du comité interprofessionnel du vin de Champagne, François Bonal, réduise en cendres sa légende dans son ouvrage Dom Pérignon, Vérité et légende, publié en 1995. Il avança une argumentation simple, je cite « Aucun document n'indique que les vins de l'abbaye de Hautevillers moussaient au temps du procureur, et aucun contemporain ne lui a reconnu la paternité d'une telle découverte. Si aucune trace documentaire ne permettait de confirmer que Dom Pérignon avait produit un jour une bouteille de vin mousseux de son vivant, il ne faudrait cependant pas lui retirer son savoir-faire hors pair comme chef d'exploitation. Encore aujourd'hui, les historiens lui reconnaissent son action sur l'assemblage de raisins venus de différents crus, afin de corriger les défauts des uns par les qualités des autres, ainsi qu'à sa maîtrise de la clarification des vins. Alors, si Dom Pérignon n'était pas l'inventeur de la prise de mousse du champagne, comment celui-ci se mit-il à mousser ? Il s'avérait que le climat rigoureux en Champagne ne permettait pas toujours aux raisins d'arriver à complète maturité, leur conférant un excès d'acidité et un manque de sucre. Les vins dont ils étaient issus avaient une aptitude naturelle à l'effervescence. En effet, il arrivait que le froid automnal stoppe la fermentation pendant l'hiver, et que celle-ci reprenne avec l'arrivée de la douceur printanière. Le vin devenait alors naturellement pétillant. Si ce vin avait été mis en bouteille à l'automne, alors il devenait mousseux au printemps. Cette effervescence fut favorisée en Champagne par 2 phénomènes précurseurs spécifiques. Le premier était que le vignoble champenois connut une évolution à compter du XVIe siècle en passant progressivement de la production de vin rouge et clairet vers la production de vin blanc, plus apte à mousser. Ce changement se produisit à Aix et autour d'Épernay.
Le second était que, contrairement aux pratiques habituelles de tous les vignobles français, où le transport du vin vers les villes se faisait exclusivement en tonneaux, une partie des vins de Champagne était tirée en bouteilles, peu après la vendange et mise en vente au début de l'année suivante. Alors, quand apparurent les premières mentions d'un vin blanc mousseux en Champagne? La première mention d'un champagne vif, brisk champagne en anglais, fut attestée en Angleterre dès 1663 dans le poème satirique Hudibras de Samuel Butler. Mais en 1676, George Etheredge, dans sa comédie L'homme à la mode ou Sir Flopping Flutter, The Man of Mode or Sir Flopping Flutter, mentionna clairement le champagne effervescent, qu'il appelait Sparkling Champagne en anglais. Ainsi donc, il semblerait que les premières bouteilles de champagne à l'effervescence naturelle et spontanée aient été consommées par quelques jeunes aristocrates anglais proches de la cour de Charles II. À ce moment, en France, L.S.R., un auteur anonyme, dans son Art de bien traiter en 1674, fit l'éloge des vins de Reims, Saint-Thierry, Verzenay et Day, qui étaient très à la mode et surpassaient tous les autres les bonnes années. Il ajoutait que le champagne était bon, je cite, « quand il n'a point ce grand verre dont quelques débauchés font tant d'estime, quand il s'éclaircit promptement, qu'il ne travaille qu'autant que la force de son vin le permet naturellement, car il ne faut pas tant se fier à cette manière de vin qui est toujours en furie et qui bouillonne sans cesse dans son vaseau. » Les vins blancs de Champagne moussaient donc naturellement, voilà l'explication. Toutefois, ils vieillissaient mal, jaunissaient, s'oxydaient et conservaient une acidité redoutable. Il restait à optimiser et développer cette aptitude naturelle pour en faire un vin de Champagne effervescent agréable à boire. Une succession d'innovations permirent au champagne d'acquérir ce niveau de qualité. À partir de 1660, plusieurs abbayes et domaines aristocratiques commencèrent à élaborer du vin gris, issu du raisin Morillon noir, à la pulpe blanche et pellicule noire, qui se conservait mieux en bouteille. À compter de 1690, des verriers de l'Argonne, une région près de Sainte-Ménéhould, commencèrent à fabriquer des bouteilles en verre noir et épais, capables de résister à la pression de la deuxième fermentation. Vers 1695, apparut un bouchon de liège, maintenu avec une ficelle de chanvre et scellé à la cire, lui permettant de ne pas être éjecté sous l'effet de la pression. Enfin, vers 1730, les premières maisons de champagne mirent au point l'assemblage de vins issus de différentes parcelles, avec des vins des années précédentes. Même si la commercialisation de bouteilles de vin mousseux s'accrut considérablement entre 1685 et 1725, l'effervescence n'était pas toujours garantie. Ce n'était qu'à l'ouverture de chaque bouteille que le consommateur découvrait si le miracle de la mousse s'était bien produit. Ainsi, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les champenois s'attelèrent sans relâche à la production et à la maîtrise de cette effervescence. Comment le champagne connut-il le succès? Ces vins de champagne mousseux, que l'on appelait alors vins saute-bouchon, devint rapidement à la mode de l'aristocratie anglaise et à la cour du régent qui régna de 1715 à 1723, puis à celle de Louis XV de 1715 à 1774. Apprécié pour ses vertus euphorisantes, le champagne était utilisé par Louis XV comme remède à sa neurasthénie. D'ailleurs, le roi commanda 2 tableaux pour décorer la salle à manger de ses petits appartements de Versailles. Le premier est le déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes, qui évoquait une scène d'hiver, et le second est le déjeuner de jambon de Nicolas Lancret, qui évoquait l'été. Sur les 2 tableaux, les convives consommaient du champagne. Ces représentations marquaient l'entrée du champagne dans la cour des grands vins et à la table des grands de ce monde. Une partie de la noblesse française et toutes les cours royales européennes l'adoptèrent. Ce fut également à cette époque que naquirent les grandes maisons de champagne, Ruinart en 1729, Moët en 1743, Clicquot en 1772, Roederer en 1776 et Heidsieck en 1785. Ainsi, le succès du champagne résulta de la rencontre de 3 éléments complémentaires et indissociables. Petit 1, la prédisposition des vins pour une effervescence spontanée et naturelle. Deuxièmement, la demande d'une riche clientèle appréciant cette effervescence. Troisièmement, la réactivité de quelques abbayes et domaines tenus par des hommes ingénieux et visionnaires qui cherchèrent non seulement à satisfaire une mode éphémère, mais aussi à concevoir un nouveau type de vin totalement inédit de grande qualité. Parler du champagne, c'est aussi évoquer la puissance de son symbole intemporel. Aujourd'hui, partout dans le monde, le champagne est synonyme de fête, de célébration et de joie. Depuis 3 siècles,
il continue de symboliser la fraternité, l'amour et la paix. Le lancement des navires. Traditionnellement, une bouteille de champagne est brisée sur la proue d'un navire lors de son lancement pour porter chance et succès. Déjà, à la fin du XVIIIe siècle, les anciens rites de protection et de bénédiction des navires avaient été remplacés par celui de briser une bouteille de vin ou de madère sur la coque. L'une des premières mentions documentées de l'usage du champagne pour cette pratique date de 1890, lors du lancement du cuirassé américain USS Maine au Brooklyn Navy Yard. À cette occasion, Alice Tracy Wilmerding, petite fille du secrétaire à la marine, brisa une bouteille de vin mousseux sur la proue du navire devant une foule nombreuse. L'année suivante, en 1891, la reine Victoria renforça cette tradition en baptisant le croiseur britannique HMS Royal Arthur avec une bouteille de champagne. Cet acte contribua à associer le champagne aux cérémonies de lancement de navires, symbolisant le prestige et l'élégance. Les célébrations d'une victoire en Formule 1. Depuis les années 1960, les pilotes de Formule 1 célèbrent leur victoire en secouant une bouteille de champagne sur le podium et en arrosant le public. Cette tradition commença avec le Grand Prix de France en 1966. Le vainqueur des 24 heures du Mans, Joe Siffert, avait reçu une bouteille de champagne Moët et Chandon. À cause de la chaleur, la bouteille, qui était sous pression, explosa lorsqu'il ouvrit, aspergeant accidentellement les gens autour. L'année suivante, en 1967, Dan Gurney, vainqueur des 24 heures du Mans avec Anthony Joseph Foyt, reprit l'idée intentionnellement. Il secoua la bouteille et aspergea le podium, ce qui fut considéré comme le début de la célébration au champagne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce rituel fut ainsi repris lors des Grands Prix de Formule 1 avec une adoption progressive jusqu'à devenir une tradition incontournable de la discipline. Le champagne célébra aussi la mission Apollo 11 en 1969. Après le retour de la mission Apollo 11, les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont célébré leur succès avec du champagne. Bien que la consommation de champagne dans l'espace soit limitée, il est souvent utilisé pour célébrer les réussites des missions spatiales une fois de retour sur Terre. Le champagne est aussi de tous les mariages royaux. Il est souvent servi lors des mariages royaux et des événements de la haute société. C'est ainsi que lors du mariage du prince Charles et de Lady Diana en 1981, du champagne fut servi pour célébrer l'événement. Le champagne est souvent servi lors des cérémonies prestigieuses de remise de prix comme les Oscars, les Golden Globes, les festivals de cinéma de Cannes et de Venise et bien d'autres événements de ce type. Le champagne est toujours de la fête pour les mariages et autres célébrations heureuses. Partout dans le monde, on célèbre le passage de la nouvelle année en buvant une coupe de champagne. Le champagne est devenu un symbole de luxe et de célébration à travers le monde. Sa production est strictement régie par l'appellation d'origine contrôlée AOC Champagne, garantissant son authenticité et sa qualité. Ainsi, le champagne est le fruit d'une histoire complexe alliant tradition, innovation et influence internationale qui ont contribué à forger sa renommée actuelle. Levons nos verres à sa gloire. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.